Pendant que les caméras américaines clignotent de rouge et que les analystes crient au séisme économique, personne ne voit venir ce qui est en train de se jouer dans les couloirs discrets d'Ottawa, un plan millimétré ourdi depuis des mois, peut-être des années, un plan qui vise à renverser la hiérarchie mondiale du pouvoir économique. Et ce plan, mesdames et messieurs, a un nom: la doctrine Carney-Froide, chirurgicale et implacable. Le Canada a cessé de jouer au petit frère bien élevé pour devenir l'architecte silencieux d'une nouvelle économie mondiale. Et le plus spectaculaire dans tout cela, c'est la méthode. Pendant que Trump bombarde les plateaux de menaces, Mark Carney tisse une toile d'accords bilatéraux avec l'Europe, l'Asie et même certains États américains en désaccord avec la Maison-Blanche. Oui, vous avez bien compris, des gouverneurs américains trahissent la ligne de Washington et serrent la main de Carney dans des réunions discrètes, loin des caméras officielles, une rébellion interne alimentée par les conséquences désastreuses de la politique commerciale de Trump, car pendant que les droits de douane étranglent les PME américaines, Carney offre des échappatoires, des solutions, des relais économiques, tout cela dans un silence calculé et glaçant, comme si le Canada avait appris à parler le langage du pouvoir en chuchotant pendant que l'Amérique hurle, et ce n'est pas tout, car dans les coulisses du numérique, là où les données valent plus que l'or, la riposte canadienne frappe là où ça fait mal. La taxe rétroactive de 3% n'est que le début. Une série de mesures techniques ciblées est en cours de préparation visant à exiger une part juste des profits générés sur le sol canadien. Exit l'ère, où les géants du web faisaient leurs emplettes fiscales entre deux paradis fiscaux. Désormais, chaque octet, chaque clic, chaque dollar devra rendre des comptes aux citoyens canadiens. Et pendant ce temps, Donald Trump, de plus en plus isolé, multiplie les réunions d'urgence, les tweets incendiaires, les appels à la guerre économique totale. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que cette guerre ne se gagne pas avec des slogans ni avec des menaces. Elle se gagne avec des chiffres, des feuilles de calcul et des alliances durables. Carney l'a compris, et il avance sans trembler un à un les partenaires historiques de Washington, se tourne vers Ottawa, non pas par idéologie, mais par intérêt stratégique pur. La diplomatie de la peur a atteint ses limites, et face à elle, la froideur méthodique du Canada séduit car elle rassure. Elle offre une alternative à l'instabilité permanente de l'Amérique de Trump. Et c'est là, mesdames et messieurs, que le choc devient historique pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est plus Washington qui dicte le tempo commercial de l'Amérique du Nord, mais bien Ottawa, et cela change tout. Car le Canada ne cherche pas à dominer, mais à réorganiser, à redistribuer, à structurer un nouveau modèle plus équitable, plus prévisible, et surtout affranchi du chaos trumpien. Et à mesure que les semaines passent, le basculement devient visible. Les chiffres d'investissement étrangers montent au Canada. Les flux technologiques s'intensifient et les capitales regardent vers Mark Carney comme un nouveau repère de stabilité. Pendant ce temps, Trump s'enferme dans une rhétorique toujours plus agressive, perd des soutiens même chez les républicains et voit sa stature internationale s'effriter comme un mirage au soleil, et ce que peu de gens osent dire à voix haute est désormais sur toutes les lèvres. Donald Trump n'est plus l'homme fort de l'économie mondiale, il est devenu un symbole de sa déroute, et face à lui dans un calme olympien. Mark Carney continue son avancée redéfinissant sans un bruit le leadership mondial, et maintenant que vous savez cela, demandez-vous jusqu'où ira ce renversement. Et surtout, qui en paiera le prix? Car une chose est certaine, la guerre froide commerciale ne fait que commencer, et plus inquiétant encore pour la Maison-Blanche, ce style canadien calme, discret, mais redoutablement efficace, commence à séduire ailleurs dans les chancelleries du monde entier. On murmure que le vrai leadership économique du continent nord-américain ne se trouve plus à Washington, mais à Ottawa, un murmure qui devient un écho. Un écho qui enfle jusqu'à devenir une onde de choc, car ce que Mark Carney est en train d'installer sous nos yeux, c'est un basculement de pouvoir sans tumulte, une révolution sans barricade, une prise de contrôle silencieuse mais implacable. Et ce n'est pas tout dans les couloirs feutrés des organisations internationales, là où les équilibres se jouent à huis clos.
Carney avance ses pions un à un. Il ne cherche pas à séduire les foules, mais à convaincre les décideurs, les vrais, ceux qui font tourner les rouages de l'économie mondiale, pendant que Trump organise des meetings tonitruants. Carney rédige des propositions de réforme, pendant que l'un crie à la fraude mondiale, l'autre propose une fiscalité numérique unifiée, pendant que l'un veut punir les tricheurs, l'autre construit un système pour qu'il n'y en ait plus, et le monde regarde et choisit. Car au fond, ce duel ne se joue pas seulement entre deux hommes, il se joue entre deux visions, celle de l'affrontement contre celle de la négociation, celle du feu contre celle de la glace. Et dans ce duel, Mark Carney tient une arme dont Trump semble dépourvu la patience. Une patience froide, méthodique, presque clinique, qui transforme chaque geste en stratégie, chaque silence en message et chaque accord en victoire durable. Mais attention, ne vous y trompez pas. Derrière le calme apparent se cache une ambition colossale, redessiner les règles du jeu mondial, rétablir l'équilibre entre géants numériques et États souverains, imposer une fiscalité du XXIe siècle et surtout prouver qu'un petit pays peut faire trembler les plus grands sans tirer un seul coup de feu et à Washington, l'onde de choc est brutale. Les conseillers s'agitent, les analystes paniquent, la presse titre sur un isolement croissant et pendant ce temps, Carney reste muet comme une tombe, il ne commente pas, il agit et c'est peut-être cela le plus terrifiant pour ses adversaires, ce silence qui en dit long, ce calme qui cache une guerre, ce sourire poli qui précède l'impact économique, car oui, mesdames et messieurs, une guerre froide commerciale est en marche, elle ne se voit pas, mais elle se ressent dans les indices boursiers, dans les accords de couloir, dans les tensions qui montent et dans les alliances qui se déforment, et pour une fois, ce n'est pas une superpuissance qui mène la danse, mais un pays qu'on croyait condamné au second rôle et qui aujourd'hui impose ses règles à l'orchestre mondial. Une symphonie d'influence où chaque note fiscale, chaque signature diplomatique, chaque geste réglementaire devient un coup de tonnerre discret mais fatal, pendant que le monde entier retenait son souffle devant les gesticulations tonitruantes du président des États-Unis, un homme avançait dans l'ombre avec une précision de métronome, construisant pièce par pièce une contre-attaque économique qui allait bouleverser les équilibres mondiaux. Mark Carney n'a jamais levé la voix, il n'a jamais tapé du poing sur une table, il a préféré les chiffres aux slogans, les alliances aux menaces, les traités aux tweets. Et pourtant c'est lui qui aujourd'hui redéfinit les règles du jeu, pendant que Trump criait à la télévision. Carney réunissait en silence une coalition de pays fatigués des caprices de l'Amérique, une coalition discrète mais redoutable qui ne cherche pas à faire tomber une statue, mais à bâtir un nouvel édifice plus juste, plus solide et plus adapté aux réalités numériques du XXIe siècle. Et dans cette guerre, sans fumée, sans fusil, sans missile, chaque mot signé, chaque taxe validée, chaque partenariat tissé, devient une balle invisible qui touche en plein cœur l'ancienne domination américaine. Trump s'agite, brandit le drapeau, crie à la trahison, dénonce les mauvais partenaires, mais autour de lui, le cercle se resserre lentement. Les anciens alliés se détournent, les marchés se fragmentent et l'autorité qu'il croyait incontestable commence à se fissurer, car ce n'est plus lui qui dicte le tempo du commerce mondial. C'est Carney froid, méthodique et implacable, et ce style canadien. Ce mélange de calculs silencieux et de stratégies imparables commence à séduire bien au-delà des frontières nord-américaines. Il inspire une nouvelle génération de dirigeants qui voient en lui non pas un sauveur mais un modèle, un signal que l'on peut tenir tête aux géants, que l'on peut dire non sans hurler, que l'on peut gagner sans écraser, et pendant que Trump s'enferme dans une rhétorique d'ennemi imaginaire, Mark Carney continue d'avancer sans faire de bruit, chaque pas calculé, chaque mouvement anticipé comme un joueur d'échecs qui a déjà vu 20 coups d'avance, et la question désormais n'est plus de savoir qui va céder le premier, mais combien de temps il faudra avant que le monde entier reconnaisse que le vrai leadership ne vient plus de la Maison-Blanche, mais d'un bureau feutré à Ottawa, là où le pouvoir ne s'exhibe pas, mais s'exerce, là où le silence n'est pas une faiblesse, mais une arme absolue.
Alors, chers spectateurs, ouvrez les yeux, regardez au-delà des hurlements, au-delà des drapeaux agités, regardez les lignes qui bougent, les cartes qui se redessinent, les forces qui changent de camp, car ce que nous venons de vivre n'est pas un simple bras de fer diplomatique. C'est peut-être le commencement d'une nouvelle ère, où la modestie stratégique d'un pays comme le Canada peut faire vaciller, avant que les caméras ne s'allument, avant que les micros ne captent les cris et les colères, avant même que les premiers accords ne soient rompus. Un détail glaçant dormait dans les couloirs silencieux du ministère du Commerce, un document classé confidentiel, enterré sous des tonnes de papiers administratifs, oublié volontairement, ou par peur de ce qu'il contenait, un rapport interne daté de plusieurs mois avant la fameuse taxe numérique CANA, un rapport qui annonçait noir sur blanc les vulnérabilités systémiques des échanges américano-canadiens. Un angle mort stratégique que les États-Unis connaissaient pertinemment, mais qu'ils ont choisi d'ignorer trop sûrs de leur force, trop habitués à dominer sans être défiés. Et c'est là que commence le véritable basculement, non pas lors d'une conférence ou d'un discours, mais dans une réunion fermée à Ottawa, où Carney assiste en silence à la présentation d'un jeune analyste inconnu. Ce dernier expose calmement que l'Amérique repose sur une illusion de puissance économique, qu'elle maintient l'équilibre par intimidation et non par robustesse, et que si on tire sur le bon fil, tout peut s'effondrer. Cette scène, personne ne l'a jamais révélée jusqu'à aujourd'hui. Elle marque le point de non-retour, le moment où Carney comprend qu'il peut frapper et surtout qu'il peut gagner sans affronter frontalement ce qu'il met en place. Ensuite ressemble à une opération chirurgicale, un démontage minutieux de la domination économique américaine. Et l'un des leviers les plus choquants qu'il active, c'est le contrôle des flux logistiques entre les deux pays. Car ce que personne ne dit, c'est que le Canada détient un avantage géographique majeur sur plusieurs corridors de transport vitaux pour les exportations américaines, et que depuis des années, ces axes sont gérés dans une relative opacité. Ce que Carney fait dans l'ombre, c'est auditer chaque centimètre de ces flux, chaque entreprise impliquée, chaque point de transit, et quand il découvre que certains des plus grands groupes américains dépendent à plus de 60% de ces couloirs pour leur livraison vers l'Europe et l'Asie, il sait qu'il tient là une carte maîtresse. Mais au lieu de bloquer brutalement ce qui aurait provoqué une crise immédiate, il va jouer une partition beaucoup plus fine, il introduit discrètement de nouvelles normes douanières, des régulations environnementales plus strictes, des contrôles sanitaires renforcés qui ralentissent le flux sans jamais l'arrêter officiellement, et en quelques semaines les retards s'accumulent, les coûts explosent, les directeurs logistiques américains s'arrachent les cheveux, et à Washington on commence à suspecter, mais on ne peut rien prouvé, car tout est fait dans les règles du droit international, et pendant que les caméras se braquent sur les tweets rageurs de Trump, personne ne voit que c'est dans les entrepôts, dans les ports et dans les chaînes de fret que le véritable affrontement se joue, une guerre d'usure invisible qui saigne lentement les nerfs de l'économie américaine. Et ce n'est pas tout au même moment. Carney lance un audit fiscal massif sur toutes les filiales étrangères des géants technologiques opérant au Canada. Ce que l'on découvre est explosif, des circuits d'évasion fiscale, d'une complexité monstrueuse, des sociétés écrans dans les Caraïbes, des transferts internes truqués et même des accords confidentiels signés dans les années 2000 avec certains membres influents de l'administration Bush et Obama, des accords qui garantissaient des exemptions fiscales en échange d'investissements stratégiques, des accords que Carney menace désormais de rendre publique. Cette information à elle seule aurait pu faire sauter un gouvernement entier à Washington, mais il ne la divulgue pas. Il la conserve comme une bombe à retardement, un moyen de pression silencieux pour obliger les géants à plier sans négociation, sans cri, sans scandale. Et cela fonctionne un à un. Les PDG se déplacent à Ottawa sous couvert de réunions techniques, mais en réalité, ils viennent négocier leur survie, leur maintien sur le marché canadien. Pendant ce temps, Trump continue de rugir, de menacer, de dénoncer le vol organisé contre l'Amérique. Mais ses alliés se font rares. Ses partenaires commencent à douter, et même au sein de son gouvernement,
Certaines voix s'élèvent discrètement pour dire que peut-être il faudrait écouter Carney, qu'il ne s'agit pas d'une attaque mais d'un rééquilibrage, d'un ajustement d'un nouveau pacte mondial plus juste. Mais Trump ne veut rien entendre. Il continue sa croisade médiatique, tandis que dans l'ombre, Mark Carney continue d'écrire une nouvelle page de l'histoire économique mondiale, une page sans coup de feu, sans triomphalisme, sans bruit, mais où chaque mot, chaque chiffre, chaque ligne a le poids d'un bouleversement tectonique. Et le plus choquant, c'est que personne n'a vu venir cette révolution. Pas les marchés, pas les analystes, pas même les agences de renseignement américaines, trop concentrées sur les menaces extérieures, pour voir que la vraie tempête venait du Nord, discrète, silencieuse, méthodique et inarrêtable en fouillant dans des notes confidentielles et des échanges diplomatiques filtrés. C'est qu'au cœur de cette stratégie silencieuse se cachait un plan baptisé Polaris, un nom de code glacial pour une opération économique d'envergure internationale. Une opération préparée depuis des années, sous plusieurs gouvernements canadiens, mais jamais déclenchée. Jusqu'à l'arrivée de Mark Carney à la tête du pays, selon nos sources, Polaris visait 3 objectifs précis: affaiblir les monopoles technologiques étrangers sur le sol canadien, reconquérir les chaînes d'approvisionnement stratégiques et surtout repositionner le Canada non plus comme un suiveur, mais comme un faiseur de règles, et pour atteindre cela, il fallait une coordination presque militaire entre les ministères, les agences économiques, les diplomates et même certaines multinationales locales. Le plus fascinant dans cette affaire, c'est que tout a été mené dans un secret absolu. Chaque action, chaque annonce publique était en réalité l'aboutissement d'un plan détaillé, testé, simulé et peaufiné en coulisses. Ce n'est donc pas un hasard si la taxe numérique a été lancée exactement au moment où les négociations commerciales entre les États-Unis et l'Asie étaient dans l'impasse. Ce n'est pas un hasard non plus si le Canada a choisi ce moment précis pour signer un nouvel accord de libre-échange avec l'Union européenne. Tout était calculé pour coïncider avec les faiblesses du système américain et profiter du chaos provoqué par les crises internes à Washington, mais ce que personne ne savait, c'est que Polaris allait encore plus loin en secret. Plusieurs délégations canadiennes avaient été envoyées dans des pays stratégiques comme le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud, non pas pour discuter d'aide ou d'investissement, mais pour proposer un nouveau modèle commercial basé sur la transparence fiscale, l'éthique numérique et la souveraineté des données, un contre-modèle au système américain actuel. Et ces propositions ont trouvé un écho puissant dans des économies émergentes fatiguées, des diktats américains qui voyaient enfin une alternative crédible et réaliste à l'hégémonie technologique de la Silicon Valley. Pendant ce temps, à Washington, c'est la confusion totale. Les rapports d'analyse se contredisent. Les services de renseignement sonnent l'alarme, mais le président reste sourd à leurs alertes. Persuadé qu'il s'agit d'une provocation sans conséquence, il multiplie les menaces, les sanctions, les déclarations guerrières. Mais derrière les apparences, la machine américaine commence à se gripper. Certains gouverneurs commencent à critiquer ouvertement sa stratégie commerciale. Des sénateurs républicains expriment leurs doutes sur l'isolement croissant du pays et dans les milieux économiques les plus influents, on murmure que la confiance en la suprématie américaine est en train de s'effriter et c'est à ce moment précis que Carney déclenche la seconde phase de Polaris, celle que même ses plus proches collaborateurs ne soupçonnaient pas, une attaque frontale non pas contre les États-Unis, mais contre l'architecture même du commerce mondial. Il convoque une conférence exceptionnelle à Vancouver, loin de l'agitation d'Ottawa, et invite les représentants de 40 pays, triés sur le volet, pas les plus puissants, mais les plus stratégiques, ceux qui représentent les nouvelles routes commerciales, les nouvelles puissances numériques, et pendant que Washington s'agite, que les marchés vacillent, que les puissants cherchent encore à comprendre ce qui s'est passé. Mark Carney, lui, s'efface dans le silence. Mission accomplie. Le monde a basculé sans fracas, sans drapeau, sans guerre, juste avec des chiffres, une vision et une volonté froide, implacable. Et pendant que d'autres parlent, lui construit l'après. Si ce récit vous a frappé, si vous voulez d'autres vérités qui dérangent,
Abonnez-vous, activez la cloche et surtout, souvenez-vous, ce n'est pas le bruit qui fait l'histoire, c'est ce qui se trame dans l'ombre.